J'avais accepté de reprendre le flambeau. J'estimais qu'il me revenait, le temps que le troupeau se ressaisisse. J'ai marché en tête, tout le long de la plage, jusqu'à la nuit. Au soir, je me suis arrêtée et j'ai sonné le couvre-feu. J'ai donné mes ordres d'un regard à Rouge, Grand Noir et Caraya, et je suis montée sur une colline, les yeux tournés vers le levant. Les autres se disposèrent en carré autour du groupe, et j'ai veillé toute la nuit. Au matin, j'ai monté Philo et j'ai sonné le départ. J'ai tenu mon rôle, pendant des jours et des jours. Je dormais peu, marchais beaucoup et mangeais à peine, car je n'avais plus le temps de chasser. À chaque arrêt, je buvais rapidement avec les autres, et j'allais me poster en sentinelle. J'étais en régence. Xerxès m'avait confié le troupeau. Mon devoir était de veiller sur lui, le temps qu'un nouveau guide émerge. J'étais devenue respectée. J'avais acquis un statut à part dans le règne animal, à la fois parallèle à eux et au-dessus d'eux. Ils savaient à présent que je pouvais donner la vie comme je pouvais tuer. Je parlais moins, claquais moins de la langue. Je m'adressais avec mes yeux. Ils comprenaient plus vite. Rapidement, Caraya avait pris la relève. Il s'est mis à marcher en tête de colonne, à mener les assauts, à sonner le repos. Je l'ai laissé faire. Ce n'était pas à moi de leur commander. Malgré le temps que j'avais passé parmi eux, je comprenais un peu plus chaque jour que je ne pouvais jouer correctement le rôle de l'un d'entre eux. Ma place était aléatoire. Je ne devais qu'assurer la liaison. Caraya était le plus grand des mâles dominants. Il avait beaucoup d'autorité et savait comment gérer une crise. La place lui revenait. Le seul fait inhabituel était qu'il soit mâle. L'office étant plus généralement assuré par une femelle âgée, mais depuis que j'étais dans le groupe, il s'était déroulé suffisamment de fantaisie pour que sa nomination paraisse normale. Quand il s'est affirmé, je lui ai progressivement laissé le devant de la scène. Je suis retournée à ma place, mais mon passage à la tête m'avait un peu changé. J'avais gagné en gravité. Mes ordres étaient toujours écoutés et primés sur les autres. Ils avaient reconnu l'efficacité de mes décisions. Je ne manquais pas non plus d'approuver toutes les propositions qui paraissaient justes, d'où qu'elles viennent. J'étais devenue plus qu'une des leurs. J'étais en eux. En eux. Le point de connexion de tous les membres du troupeau, en somme. Cela ne dura pas tant de temps. Un jour, que Philo flairait mon poignet et la surface rouillée de ma montre, il leva la tête, huma l'air marin et poussa un roglement étonné. Il partit en direction de la plage en me faisant signe de le suivre. Un étrange objet métallique était échoué sur le sable. Je l'ai longtemps observé de loin, avant de prendre le risque d'approcher. C'était un objet carré, d'à peu près 30 cm, bosselé, rouillé, à moitié couvert d'algues et de liquide marin. Je l'ai pris avec précaution. C'est compact, mais pas assez lourd pour poser problème. Je l'ai posé sur le sable un peu plus loin. J'ai commencé à enlever les algues pour voir ce que cela pouvait être. Ça me disait vaguement quelque chose. En débarrassant le cube de ses passagers à ventouses, j'ai sursauté et j'ai poussé un cri. La face supérieure avait un cran d'ouverture. Pendant quelques minutes, je n'y ai pas cru. Cela paraissait trop incroyable pour être possible. J'ai ouvert la gangue d'aluminium. Elle contenait une machine compliquée en forme de boîtier. Mon passeport pour le monde moderne. Devais-je être heureuse ou triste? J'ai longuement oscillé entre les deux. Et j'ai longtemps gardé le boîtier de retour dans un coin avant de prendre une décision. J'ai trimballé cette machine pendant des jours et des jours. Vous comprenez, j'hésitais. Qui sait si ce boîtier n'allait pas m'envoyer dans un autre coin du temps? La machine, elle, m'avait bien envoyé ici. Et puis, depuis le temps que j'y étais. Il aurait mieux valu que je le trouve dès le départ. Durant des semaines, je me couchais le soir en me disant « Il va bien falloir que tu te décides un jour. » Je me suis décidée. J'ai fait la même erreur que Robinson, même si Daniel Defoe n'a jamais souligné que c'était une erreur. J'ai pris ma décision un soir. Nous avions été attaqués par un groupe de raptors dans la journée. Je n'avais pas eu le temps de monter sur Philo. L'un d'eux m'avait pris pour cible et j'avais bien cru y passer. J'avais eu juste le temps de sauter sur le dos de Srill. Quand Caraya a sonné le repos, je n'en pouvais plus. J'ai compris que je ne pourrais jamais m'y faire, que je n'étais pas faite pour ça, ni pour ici, que je ne pouvais plus suivre cette constante lutte pour la survie. J'étais fatiguée,
fatiguée par tous les pores. Je crois que j'étais un peu malade depuis quelque temps. J'avais la tête chaude et je me sentais moins alerte. J'ai vu l'ombre de Karaya sur une colline, en train de veiller sur le clan. Ça m'a rassurée. Je l'ai laissé entre de bonnes mains. Je suis allée les voir, tous. Karaya d'abord. J'arrivais mieux à leur parler depuis que Xartha m'avait légué ses yeux. En un regard, je lui ai expliqué les grandes lignes. Je crois qu'il m'a souhaité bonne chance. Il a regardé le troupeau, comme s'il voulait me rassurer sur ses compétences, et en 3 coups d'œil, nous nous étions compris. Je suis allée leur dire adieu, un par un. Les petits d'abord, les non nommés, ceux auxquels je n'avais pas encore eu le temps de trouver un patronyme. Les jeunes, Evoé et Onimus, les jumeaux, Sril, qui a eu droit à une caresse sur le museau, Pina, Nicodemus, sans oublier Mara qui les surveillait, puis les jeunes adultes, les entre-deux-eaux, Erato, Clio, Aura, Yggdrasil, Carcara. Et je suis allée saluer les adultes, Pasi, Gay, Rouge et Grand Noir. J'ai eu du mal à quitter Nagamei. Heureusement, ils ne comprenaient pas la raison de mes va-et-vient. Kazu dormait. En le voyant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il était l'ironie du sort personnifié. Le plus dur fut de le dire à Philo. Je suis allée lui parler. Philo était le seul avec lequel j'usais encore du langage articulé, sans être sûr qu'il le comprenne d'ailleurs. Que lui ai-je dit, je ne sais plus. Mais j'ai eu beaucoup de mal à lui dire. En finissant, je lui ai étreint le cou. J'ai décroché le bout de peau serti d'un X qui me servait de bandeau depuis quelques semaines, et je lui ai noué autour du col. Karaya était trop impulsif. Il allait avoir besoin d'un lieutenant plus pragmatique. Je me suis éloignée. Il m'a rappelé. Je n'ai pas répondu. Si je m'étais retournée, il est certain que je ne serais jamais partie. Quand je fus sûre d'être suffisamment loin, j'ai brisé ma lance contre un rocher. Les éclats de silex ont volé. Je ne pouvais l'emporter. Le boîtier doit être tenu à 2 mains. Et quitte à ne pas laisser de traces aux générations futures, autant aller jusqu'au bout. Cet effort m'a épuisée. J'étais un peu affaiblie depuis quelque temps. J'ai aussi accroché la gangue en aluminium à mon dos quand j'ai sorti le boîtier. J'ai respiré un grand coup et j'ai actionné le bouton. C'est sûrement un miracle, mais je me rappelais quel bouton il fallait pousser. Aussitôt, j'ai été entraînée dans un tourbillon électrique. Le temps n'avait pas altéré les fonctions de l'appareil. Après un temps qui parut incalculable, je tombais sur le sol bétonné. J'étais dans le laboratoire. Je n'y ai pas cru. J'étais de retour, et rien n'avait bougé. C'était comme si tout cela n'avait été qu'un long rêve. Un long rêve de 3 minutes. Le professeur était là aussi. Il était en train de donner une cacahuète à son singe et me tournait le dos. En m'entendant atterrir sur le sol, il demanda d'un air badin « Alors, comment se portent les roches de Solutré ?» Il se passait quelque chose en moi, comme si ces années de peur et de privation m'avaient tendu, tiré, raidi chaque fibre de mon corps, et que d'un seul coup, tout venait de se relâcher. Comme si cette carcasse éprouvée qui avait crié durant tout ce temps, combat pour la survie, venait enfin de soupirer. C'est fini, définitivement fini. Tu es en sécurité. Sécurité. Je ne pensais plus devoir en avoir conscience. Toute cette fatigue, toute cette peur, toute cette faim que je réprimais depuis tant de temps me tomba dessus et m'assomma. Et cette voix aussi, la première voix humaine que j'entendais depuis une date que je n'osais supputer. Je la compris à peine. Ce n'est qu'au bout de quelques secondes que le message atteignit enfin le cerveau, et je murmurai « Je n'en ai pas la moindre idée » avant de m'évanouir. Quand j'ai rouvert les yeux, je ne pense pas être resté plus de 10 minutes dans le coma, le professeur était complètement affolé. Il disait qu'il fallait appeler l'hôpital, prévenir ma famille. Je restais sans réaction. L'hôpital, ce n'était pas dans leurs compétences. La famille comprendrait-il? J'ignorais la gravité de mon état, mais assurément, cela ne pouvait pas être aussi grave. Un bon miroir m'apprit le contraire. Je ne m'étais pas vue dans une glace depuis belle lurette, mais ce ne fut pas un spectacle très réconfortant. Je me suis à peine reconnue. Pas étonnant que je me sois sentie faible ces derniers jours.
Je lui répondis « Non, prévenez Corentin. À mon avis, il était le seul à pouvoir faire quelque chose. Où habite-t-il? Je ne le savais plus. Quel est son nom? Je l'avais oublié. Après bien des efforts, je me souvins qu'il était en doctorat à l'université. Rien de plus. Je n'ai pas grand souvenir de la suite. Le professeur dut retrouver Corentin car je me suis réveillée ici. Voilà 2 jours que sa sœur et lui-même prennent soin de moi comme d'une invalide. Je lui ai demandé de vous appeler dès que j'ai compris la nécessité d'enregistrer un témoignage. Ne fût-ce que pour lui d'ailleurs, je lui dois bien ça. Voilà, je pense avoir tout dit, conclut-elle. Dehors, vous voyez l'aube se frayer un chemin à travers les rideaux. Pour ma part, je n'avais pas vu passer cette nuit. Me permettez-vous à présent de vous poser quelques questions? Demandai-je. Elle hocha la tête. J'ai terminé, je ne crains plus de perdre le fil. Fort bien. Tout d'abord, vous parlez souvent de raptors, de mégalosaures, d'ornitholestes. Je ne suis pas très savant en la matière, mais êtes-vous sûr que c'en fût-ce bien? Vos hypothèses de datation pourraient ne pas cadrer avec ces animaux. Bon, bien sûr que non, je n'en suis pas sûre. J'essaye simplement de mettre un nom sur ce que j'ai vu. Contemporainement, on n'a jamais nommé que des squelettes. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait pour bouger là-bas. Je me basais sur l'idée générale que l'on se fait d'eux, avec la chair sur les os. Comptez avec cela que je n'y connais pas grand-chose. Très aléatoire. Je comprends. Vous a-t-on déjà parlé de ces squelettes d'iguanodons découverts dans les gisements de Bernissart? Il y aurait un rapport, selon vous? C'est la première chose à laquelle Corentin a pensé, mais ce ne pouvait pas être mon troupeau. Heureusement. Les fossiles de Bernissart sont beaucoup plus grands. Ils n'appartiennent pas à la même espèce. De plus, ces animaux-là sont beaucoup plus récents, et je ne pousserai pas la vanité au point de vous dire que mon troupeau fut le seul qui ait jamais parcouru le continent. Autre chose encore, vous m'avez parlé de votre mode de vie général, mais comment faisiez-vous pour les quoi? Mais enfin, les problèmes de femmes, quoi. Oh, les règles. Je fus assez frappée par un tel manque de pudeur. Elle me répondit d'un ton blasé. Le fait se vérifie encore souvent de nos jours chez les anorexiques, j'en avais très rarement. Quand le corps est ainsi mis à l'épreuve, il sait quels avantages il a à ne pas gaspiller une énergie précieuse. Perdre du sang n'est pas seulement douloureux, cela vous affaiblit et vous rend vulnérable. Quand j'en avais, je les recueillais sur des feuilles de ginkgo et je les faisais brûler, de peur que l'odeur n'attire les prédateurs. Sa bouche se tordit en une moue ironique. Cela ne vous paraîtra peut-être pas très délicat, mais en temps de disette, je les faisais cuire et je les mangeais. Perdu pour perdu, autant que ça serve à quelque chose. Je dus faire une légère grimace à cette idée, puis je lui demandai, puisque vous parlez de cela, puis-je vous demander, par pure curiosité, comment qualifieriez-vous la viande de dinosaure? Dure. Pour ma part, je n'ai rien d'autre à dire. Depuis le temps que je me détruis l'estomac à manger n'importe quoi pour tromper la faim, la notion du bon ou pas bon m'est un peu devenue une vue de l'esprit. Pourvu que cela nourrisse, tout me paraissait valable. Si je vous demandais, de quoi avez-vous le plus souffert dans les premiers temps? Que me répondriez-vous? Le désespoir, la peur, les privations et l'humidité, vous voulez dire? Demanda-t-elle sèchement. Elle se frotta un œil qui, je venais de m'en apercevoir, portait sur le coin une petite coupure mal refermée, et répondit plus sereinement. Le manque de sel. Les premiers jours, à chaque fois que je mordais dans quelque chose, j'aurais troqué sans remords mon briquet contre une salière. Par la suite, je n'y prenais même plus garde. On se fait à tout. Me permettriez-vous d'écrire un article sur cette étonnante histoire? À votre guise, dit-elle en haussant les épaules. Elle paraissait se désintéresser royalement de la question. Oh. Avez-vous un dernier petit mot à ajouter? Un message pour le reste de l'humanité? Je n'ai plus rien à dire. Oh, vraiment? Même pas une toute petite phrase, fis-je, déçue. Elle exposa sur sa bouche un sourire qui sonnait faux et dit « Vous comprendrez qu'après ce qui m'est arrivé, je ne me sens plus très concernée par le reste de l'humanité. Si les hommes étaient sages, ils n'auraient pas besoin d'un message,
et comme ils ne sont pas sages, si on les met en garde, ils n'écouteront pas. Inutile de jouer les bienfaiteurs vis-à-vis des hommes, on est toujours bafoué. Elle ferma un peu les yeux et murmura « Je suis fatiguée. » Une dernière chose encore. Si vous aviez un commentaire à faire sur votre aventure, que diriez-vous? Qu'il est tout aussi désolant de savoir que tout ce que l'on a connu n'existera que dans une éternité, que de se rendre compte que tout ce que l'on a connu est mort depuis la nuit des temps. Ses yeux clignotèrent quelques secondes et se fermèrent tout à fait. Une question m'était restée sur la bouche, mais je renonçais à la poser. Je pense maintenant que cela vaut sûrement mieux. J'éteignis mon magnétophone et quittai la pièce sur la pointe des pieds. En sortant, je rencontrai Corentin, assis sur une chaise contre le mur de la chambre, en train d'achever une cigarette. C'est un garçon qui fume très peu, et seulement quand il se voit forcé de tuer le temps. Je ne l'avais pas senti plus tôt à cause de l'odeur de bois brûlé qui imprégnait la chambre. À première vue, une troisième personne avait veillé cette nuit-là. « J'espère que tu ne m'en voudras pas d'avoir écouté à la porte, » dit-il. Je m'assis à côté de lui et lui demandai ce qu'il pensait de toute cette histoire. Je pense qu'elle est raisonnablement improbable, mais scientifiquement possible. Notre ami donne trop de détails pertinents pour une novice en la matière. Et pour les dates, je m'adresse à l'expert. Elle paraissait plus proche des 130 millions d'années que des 120, rapport aux fleurs et aux oiseaux, mais cela n'a pas grande importance. Et toi, que penses-tu de toute cette histoire? Je pense qu'elle pourra encore longtemps continuer à se vanter d'être allée là où aucun homme n'a vécu, entendu que c'est une femme. Corentin resta imperméable à la plaisanterie, et dit gravement, en regardant sa cigarette, « La pauvre, elle ne se rend même pas compte. » Et après quelques instants de silence, il déclara, « Si jamais un jour je recroise ce vieux fou, je jure solennellement que je le réduis en poussière, lui, son singe et sa machine du diable. » Il jeta un regard pensif vers la porte de la chambre. Notre ami avait raison sur au moins une chose, il existe trop peu de mots pour parler du langage des yeux. Un seul regard ne se résumerait pas à moins d'un paragraphe. Nous nous serrâmes la main et je pris congé. De reste, je livre le document tel quel et sans retouche. Peut-être est-ce une affabulation, peut-être le plus beau bateau scientifique qu'on m'ait jamais monté. Peut-être cette jeune personne était-elle elle-même manipulée. La vérité? Peut-être. Je ne suis pas homme à juger ce genre de fait. Je n'ai pas les connaissances scientifiques nécessaires, ni le recul connaissant les parties concernées. Je vous fais juge, cher lecteur, de décider de la véracité de ce témoignage. Notre voyageuse est-elle vraiment revenue d'une odyssée de 120 millions d'années? Pour ma part, je ne puis affirmer qu'une seule chose. Et cette chose est que j'ai vu dans les yeux de notre voyageuse un étrange regard hybride entre l'homme et l'animal, que ce fut l'unique fois dans ma vie où j'ai pu voir ce genre de regard, et que c'est une chose que l'on n'oublie pas.